Bonjour et bienvenue à notre sandwich du mois de juin du bâtiment durable, parce qu'entre midi et deux, mais vous connaissez bien ce format. Comment allier efficacité environnementale et transition sociale juste? Et quand Barbara m'a appelé au début de l'année, et elle m'a posé la question, qu'est-ce que toi tu sais sur la transition sociale juste? Parce qu'en fait, l'ADEME lui a demandé de faire une étude sur cette question-là. Ça fait un grand chemin dans ma tête, j'ai cherché partout et depuis, je trouve partout. Et il y a une réflexion vraiment importante. C'est une question de bâtiment durable, d'aménagement durable, clairement. Il y a une question, comment déjà on réfléchit nos villes avec la Convention d'Athènes dans les années 30, avec les villes dortoirs des années 70, on a séparé complètement travail, habitat et loisirs, ce qui était très mauvais pour tous ceux qui font le travail care, le travail avec les enfants, avec les personnes âgées, les membres de leur famille, parce qu'en fait, ça fait trop de distance, rien que pour ça. Et du coup, la réflexion, qu'est-ce qu'en urbanisme peut changer? La ville des 15 minutes est venue vraiment très bien, non seulement pour tout ce qui est plus de verdure, plus de proximité, moins de trafic, mais c'est aussi une question de la transition sociale juste. Euh, et en fait, ça m'a ouvert aussi les yeux n'importe où je vais. Maintenant, je regarde, est-ce que les dimensions sont bonnes pour tout le monde? Récemment, j'ai parlé avec des étudiants à l'INSA et je tourne la tête et je vois que la séparation entre la partie haute et la partie basse de la fenêtre était exactement à mes yeux. Ça veut dire, moi, je dois me baisser ou je dois me lever pour pouvoir regarder dehors. Et j'ai une taille habituelle. Du coup, c'est intéressant de s'ouvrir les yeux là-dessus. Du coup, on a décidé de faire deux événements, l'événement d'aujourd'hui et le 28 août, de parler concrètement de aménagement inclusif à Strasbourg. La ville de Strasbourg et l'Eurométropole, en fait, ils se sont posé la question depuis un moment. Du coup, ils vont montrer, Madame Vider et Madame Suza vont montrer qu'est-ce qu'ils ont fait en ville et on va partir dans les groupes de travail, travailler concrètement sur 4 aménagements à Strasbourg et derrière discuter. Restez informés de ce qu'on fait. Vous connaissez cette page. Les films sont sur YouTube, les podcasts sur SoundCloud, notre site Enviropat Grand Est et inscrivez-vous dans nos listes de diffusion pour rester informés. Et l'introduction sera faite par Cécile Grassi du service bâtiment de l'ADEME et derrière les états de lieux et des solutions proposées par Barbara Nicoloso, directrice de l'association Virage Énergie. Bon webinaire. Donc Cécile Grassi, donc service bâtiment de l'ADEME. Donc ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est donc cette question des enjeux sociaux de la rénovation énergétique qu'on peut aborder souvent sous un angle très technique et du point de vue des solutions constructives. Et là, l'idée, c'est de se dire quelles sont toutes les dynamiques sociales et humaines qui se jouent dans nos bâtiments. Côté service bâtiment de l'ADEME, on a lancé cette mission un peu exploratoire pour se demander de quoi on parle quand on applique cette notion de transition juste et de transition inclusive au secteur du bâtiment. Donc, en se posant cette question, finalement, comment la transition écologique des bâtiments peut agir comme un correcteur d'inégalités sociales et de discrimination, donc dans le scénario idéal, mais aussi quels sont les risques qu'elle puisse venir aggraver des discriminations existantes ou en créer de nouvelles. Donc, en se demandant aussi qui sont les gagnants et les perdants de cette transition écologique. Donc ça, c'est vraiment les grandes problématiques qui ont guidé cette mission un peu exploratoire qui a été menée par le groupement donc Virage Énergie, donc avec Barbara qui va reprendre la parole juste après, l'Institut Negawatt et Sociotopie. Donc très très rapidement sur la méthodologie pour simplement vous donner un petit peu une idée de comment on a procédé. Donc déjà par une revue de la littérature académique et grise pour essayer de capter est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui existent sur ce sujet ou voilà, peut-être pas tant. Donc la réponse était pas tant, enfin beaucoup de choses qui existent mais pas forcément problématisées sous cet angle vraiment transition juste, transition inclusive. Beaucoup d'entretiens aussi avec des acteurs, donc à la fois en interne à l'ADEME
et avec des professionnels du bâtiment, des acteurs de l'action sociale et des chercheurs et chercheuses. On a procédé aussi avec des ateliers de travail avec des représentants de professionnels de l'action sociale et du bâtiment. Donc l'idée, c'est bien de montrer que on n'est pas resté que en chambre, on a vraiment été voir les acteurs pour aussi recueillir leur vision de ce sujet-là. Pas mal de travaux aussi en interne avec le service bâtiment de l'ADEME parce qu'il y a un enjeu pour nous d'acculturer aussi en interne à l'ADEME les équipes sur ces sujets-là. Un benchmark aussi européen et international qui a été mené sur ce sujet. Et donc enfin pour aboutir à des recommandations sur comment, quand on a cette mission dans le champ des politiques publiques et de la rénovation énergétique comme le service bâtiment de l'ADEME, comment on se saisit de ces enjeux et voilà, qu'est-ce qu'on en fait d'une manière un peu opérationnelle, parce que vous verrez que ça vient soulever tout un tas de questions. Mais l'idée, c'était pas de rester simplement avec un beau rapport et de pouvoir mettre en œuvre des actions de manière opérationnelle derrière. Voilà, donc j'essaie d'aller vraiment un peu vite, mais vous voyez qu'on a choisi 5 prismes d'analyse, parce que quand on commence à s'attaquer à la question des inégalités sociales et des discriminations, bah, on pourrait parler vraiment de beaucoup, beaucoup de choses. Donc à un moment, il a fallu un petit peu cibler sur certains prismes d'analyse, mais 27 critères de discrimination sont reconnus par la loi. Donc voilà, on aurait pu aller ouvrir encore beaucoup d'autres boîtes. Mais donc, vous voyez qu'on a essayé surtout de regarder donc, tout ce qui est lié aux inégalités sociales, donc en termes de, voilà, de catégories socio-professionnelles, de revenus, l'âge, le genre, l'état de santé, donc état de santé, handicap, et la localisation géographique à la fois au sens de où est-ce que je vis, où est-ce que je travaille, donc plutôt par exemple entre zone urbaine, zone rurale, mais aussi la notion de entre métropole et territoire d'outre-mer qui peut être souvent une situation qui génère des discriminations. Voilà, donc je vais finir avec cette slide qui, comme vous voyez, apporte plus de questions que de réponses, mais c'était pour vous montrer voilà, tous les champs en fait que cette réflexion elle a pu ouvrir et qui vont aller activer des leviers et des réflexions dans des secteurs assez différents finalement. Donc on sort quand même un petit peu de l'approche purement bâtiment et en même temps il y a toujours un lien avec ce secteur bâtiment logement. Et donc, côté ADEME, bah, on essaye un petit peu de voir comment nous on se positionne par rapport à toutes ces problématiques-là. C'est pas l'ADEME qui va pouvoir aller répondre à tout ce que vous voyez listé sur la slide, qui n'est qu'une infime partie des questions posées. Mais en tout cas, c'était très intéressant de réussir déjà à se formuler ces problématiques-là et se dire voilà, sur quoi on va nous, sur quoi on peut peut-être alerter d'autres acteurs pour les mobiliser. Donc, typiquement, comment éviter des phénomènes de ce qu'on a appelé rénoviction. Donc, ça, c'est quelque chose qui apparaît un petit peu dans la littérature. Donc, la notion de quand on mène des rénovations énergétiques, finalement, on va augmenter la valeur des biens. Et est-ce qu'on risque pas d'évincer des publics qui n'ont pas les revenus suffisants pour se payer ce type de logement-là? Donc là, il y a tout un champ de réflexion là-dessus. Sur un volet complètement différent, comment est-ce qu'on peut rendre accessibles numériquement nos publications à tous et toutes, donc tout simplement en ligne, hein, faire des sites qui soient accessibles, des documents Internet qui soient accessibles au plus grand nombre. Comment rendre plus accessibles les métiers du bâtiment aux femmes? Donc je pense que Barbara va développer aussi ces aspects-là liés au genre. Pareil, il y aurait plein de choses à dire, mais là, notamment dans le secteur du bâtiment, il y a toute cette question-là on appelle un peu de nos voeux de rendre plus attractifs les métiers du bâtiment aux femmes parce que, à la base, le point de départ, c'est quand même qu'on manque de main-d'œuvre dans ce secteur. Mais c'est pas simplement en l'espérant que ça va arriver. Et donc, il y a tout un tas de conditions à réunir pour que ces métiers soient accessibles aux femmes et qu'elles se projettent aussi dans ces métiers-là. Je passe encore sur un autre sujet. Vous voyez que c'est des sujets assez différents, mais c'était volontaire de montrer comment toutes ces réflexions, elles ont un peu émergé comme ça de manière un petit peu tous azimuts. Donc, comment agir sur les discriminations dans l'accès aux prêts travaux? Donc, c'est vrai que l'accès aux prêts, ça reste quand même un domaine où les discriminations jouent voilà, très fortement. Comment est-ce qu'on peut travailler avec le secteur bancaire pour améliorer l'accès aux prêts travaux du plus grand nombre? Autre sujet, voilà, autre champ vraiment différent, c'est plutôt sur les conditions de travail. Donc, comment on peut mieux protéger les travailleurs et travailleuses sur des chantiers lors des vagues de chaleur. Donc, un sujet auquel on va être amené à se confronter de plus en plus. On a aussi ce sujet qui ressort souvent des consignes de chauffage
Donc, comment est-ce qu'on peut mieux décliner ces consignes, donc la fameuse consigne à 19 degrés, en fonction de caractéristiques socio-démographiques, de genre, en tenant compte de l'âge aussi. Enfin voilà, on n'a pas tous et toutes les mêmes ressentis à ce niveau-là, et donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on pourrait travailler. Si je repars plutôt sur le côté secteur, donc emploi compétences, donc comment mieux accompagner les TPE, PME du bâtiment face à des destructions d'emplois dans le neuf, donc avec l'idée de se dire que ce serait bien de les rediriger vers la rénovation, mais une fois qu'on a dit ça, voilà, la mise en œuvre, elle est pas si simple. Sur toutes les questions liées au handicap, on a des choses très intéressantes qui sont ressorties sur les principes de l'universal design, donc conception universelle. Comment est-ce qu'on pourrait mieux diffuser ça à la filière des professionnels du bâtiment? Et enfin, je voulais mettre un petit peu l'accent aussi sur toutes les problématiques liées au territoire d'outre-mer, qui sont vraiment, voilà, encore tout un champ où il y a beaucoup à faire. Donc, de rendre davantage accessible la rénovation énergétique au territoire d'outre-mer, parce qu'il y a beaucoup de disparités, en fait, dans la manière dont on adresse ces territoires-là par rapport à ce qui est fait pour la métropole. Voilà, bon, c'est simplement des exemples. Il y avait vraiment beaucoup de choses qui sont ressorties de cette réflexion. Donc, j'espère qu'en ces quelques minutes, en plus avec le début un peu bousculé, j'ai pu quand même vous montrer voilà, tout ce qui a pu se passer dans ce grand brainstorming. Là, l'idée, c'est de pouvoir prioriser ces pistes, les porter donc en concertation avec l'ensemble des parties prenantes. Et donc, tout ceci se fait en lien avec une feuille de route transition juste de l'ADEME, donc pas uniquement secteur bâtiment. Voilà, pour avoir une approche un peu large de tous les secteurs de la transition écologique. Et donc, cette feuille de route est à apparaître d'ici la fin de l'année. Et vous avez mon mail si vous voulez un peu plus d'informations sur ça et pour voir aussi comment on peut vous alimenter et vous partager ce qui a été produit dans le cadre de cette mission. Voilà, merci à tout le monde. Merci beaucoup, Cécile. Ça a été très intéressant et nous avons hâte de cette feuille de route. Je ne vois pas de questions pour le moment. On va diffuser, dès que la feuille de route sortira, on va la diffuser à travers notre newsletter. Et voilà, on reste en contact. Merci beaucoup déjà Merci. pour voir effectivement comment c'est traduit en réelle action à travers l'ADEME. Ça va être très intéressant. Merci beaucoup. Je propose que Barbara, tu continues. Eh ben, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, en effet, moi, je travaille pour une association qui s'appelle Virage Énergie, qui est initialement spécialisée plutôt des questions de transition énergétique et notamment des sujets de sobriété. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'identifier comment nos sociétés pourraient s'adapter à une moindre consommation d'énergie et de ressources naturelles d'une manière générale. Donc, on s'intéresse aussi bien aux questions d'aménagement du territoire que de développement économique, de politique publique, mais aussi voilà, de construction de bâtiments. Et ce qui nous intéresse, c'est vraiment de penser la transition, non pas depuis un point de vue technicien, techniciste, d'ingénieur ou d'architecte, mais plutôt depuis les sciences humaines et sociales, pour voir aussi en quoi cette transition, certes technologique, implique également des transformations sociales, économiques et politiques assez importantes. Et donc, depuis maintenant une vingtaine d'années, voilà, on approfondit ces sujets à travers la publication d'études, de guides pratiques, d'outils qu'on met à destination des collectivités locales françaises, mais aussi de l'ensemble des acteurs qui aujourd'hui œuvrent à la transition énergétique et écologique, et ils sont nombreux. Moi, je vais revenir un peu plus précisément sur certains points qui ont été révélés dans le cadre de cette étude. Donc déjà, voilà, reposer le constat un petit peu aujourd'hui des inégalités sociales auxquelles un certain nombre de personnes sont confrontées dans le bâtiment. Et puis ensuite, esquisser quelques propositions de solutions, sachant qu'on est bien dans un travail qui est exploratoire. La revue de littérature qu'on a réalisée montre que il y a beaucoup de sujets sur lesquels on a des intuitions, mais pour lesquels on n'a aujourd'hui pas beaucoup de littérature scientifique. Et puis aussi peut-être vous dire que cette transition écologique juste, elle est aussi liée à des grands accords internationaux, notamment dans les accords de Paris de 2015, les grands accords climatiques. Il est bien précisé que l'objectif de la transition écologique est non seulement de mettre un frein au dérèglement climatique, mais aussi de ne laisser personne
au bord du chemin et de faire en sorte que cette transition génère le moins de perdants possible. Et quand on parle de perdants, c'est à la fois dans les emplois, donc des secteurs d'activité qui seraient amenés à se transformer du fait de cette transition. Et dans le cadre des bâtiments et de la construction, ça va notamment concerner toutes les entreprises qui sont positionnées sur la construction du neuf, mais c'est aussi l'ensemble des populations qui sont déjà extrêmement vulnérables et qui risquent d'être encore plus vulnérables du fait du changement climatique et des transformations sociétales et économiques qui sont attendues pour parvenir à atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Donc la transition juste dans le secteur du bâtiment, il faut la voir comme un enjeu à la fois d'innovation sociale, de développement économique, de résilience aussi, puisque c'est arriver à faire en sorte que d'un point de vue du métier, emploi, économie, le secteur ne se laisse pas dépasser par la transition en cours. Aussi un enjeu de cohésion sociale, puisque l'idée c'est de venir réduire un certain nombre d'inégalités qui aujourd'hui peuvent exister dans le champ du logement, mais aussi, on le verra, dans le champ du bâtiment d'une manière plus générale, et puis anticiper les impacts du changement climatique. Donc à la fois vraiment dans une logique d'adaptation des bâtiments à ce changement climatique, mais aussi dans une perspective d'avoir un coût d'adaptation qui soit le plus faible possible, puisque vous le savez sans doute, plus on attend pour s'adapter, plus ça coûte cher. Et aujourd'hui, le coût de l'inaction, qui a été chiffré par un certain nombre d'organismes, je pense notamment à I4C, ou aussi c'est des travaux que fait l'ADEME, montrent que ça coûtera beaucoup plus cher de ne rien faire que d'engager dès aujourd'hui des plans de transition. Donc pour balayer assez rapidement et de manière assez synthétique les grands enjeux auxquels aujourd'hui le secteur du bâtiment et d'une manière plus générale, les Français et les Françaises sont confrontés dans le bâtiment, dans les logements. Je vais revenir sur quelques grands enjeux qu'on a identifiés dans le cadre de l'étude qu'on a menée avec Cécile. Et ces enjeux seront illustrés par quelques verbatims que vous verrez sur les slides, puisque nous-mêmes, en tant qu'accompagnateurs de la transition, en tant que ingénieurs de l'ADEME, on ne vit pas forcément les situations dans lesquelles les personnes les plus vulnérables se trouvent. Et donc, ça nous paraissait aussi important de donner une voix en fait à ces personnes et par leur verbatim de venir aussi illustrer la difficulté que ça peut être de se trouver dans certaines situations de vulnérabilité. Donc de rappeler, si on commence par les enjeux économiques, aujourd'hui en France, on a un peu plus de 9 millions de personnes qui vivent en situation de pauvreté, que parmi ces personnes, on a plus de 60% d'entre elles qui sont des femmes. Et qui dit pauvreté dit souvent précarité énergétique, donc une difficulté à se chauffer dans son logement, et également de plus en plus une difficulté à rafraîchir son logement, puisque la question du confort d'hiver vient progressivement être rejointe par la question aussi du confort d'été, du fait du réchauffement climatique. Et donc la précarité énergétique, c'est aussi une situation qui peut être accentuée par un certain nombre de crises, que ce soit des crises sanitaires comme celle du Covid ou des crises énergétiques comme celles qu'on a connues lors de l'hiver 2022-2023, qui vont venir, qui sont souvent des crises environnementales, énergétiques ou sanitaires, qui vont avoir un impact sur l'économie et qui au final vont souvent renforcer les situations de précarité dans lesquelles se trouvent déjà un certain nombre de personnes. Et en plus de ça, on constate qu'aujourd'hui en France, il y a un phénomène de non-recours qui est assez important, c'est-à-dire que parmi les 9 millions de pauvres qui sont recensés, on en a plusieurs millions qui n'ont pas recours aux droits auxquels ils peuvent avoir accès, soit par manque de connaissance des dispositifs, soit par également honte, ou parce que ces personnes estiment qu'elles ne sont pas les plus mal loties, qu'il y a toujours plus pauvres qu'elles, et qu'elles n'ont pas forcément nécessité d'avoir recours à ces aides. Et donc, vous avez quelques verbatims ici qui vient illustrer cette situation.
On a ensuite des enjeux de santé, alors qui sont liés à plusieurs facteurs. Donc, déjà, un vieillissement de la population, hein, qui est bien anticipé par les démographes depuis plusieurs années, et puis aussi à des enjeux liés à l'état de santé général de la population française. Il y a des enjeux aussi de handicap, puisqu'aujourd'hui, on estime que à peu près 7% de la population française présente un handicap. Et quand on dit présente un handicap, c'est-à-dire qu'on est tous susceptibles à un moment de sa vie de se retrouver en situation de handicap, que ce soit permanente ou ponctuelle. Et on voit une corrélation entre le fait de vivre dans une situation de handicap, d'être âgé, d'être plutôt du genre féminin et d'être en situation de pauvreté, hein. Malheureusement, dans les études sociologiques montrent qu'il y a souvent une accumulation en fait, hein, des vulnérabilités, et qu'on a plus de femmes en situation de handicap et par ailleurs en situation de pauvreté. Donc ces difficultés-là, elles vont venir se cumuler notamment dans l'accès au logement, hein. Aujourd'hui, on fait face d'une manière générale en France à une crise de l'immobilier, mais qui est d'autant plus difficile pour les personnes en situation de handicap, qu'elles n'ont pas toujours accès à des logements qui leur sont accessibles. Et puis surtout que des problématiques de santé peuvent être renforcées par le fait de vivre dans des logements ou de fréquenter des bâtiments qui sont mal isolés, qui sont de mauvaise qualité, dans lesquels il y a une mauvaise qualité de l'air intérieur, par exemple, ou des moisissures, qui viennent amplifier les problèmes de santé. Donc, là aussi, il y a un enjeu sanitaire très très fort à engager une transition écologique des bâtiments et à permettre aux personnes en situation de handicap d'avoir accès à des logements de bonne performance énergétique et sains. Donc le vieillissement de la population aujourd'hui, c'est un enjeu énorme, hein, d'autant plus que on sait les difficultés que peut connaître le système de santé français actuellement. Et que tout l'enjeu va être notamment, hein, de concourir au maintien à domicile des personnes âgées, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, les établissements publics de santé, mais également privés, ne sont pas en capacité d'absorber les millions et les millions de Français qui vont dépasser les 75 et les 80 ans dans les années qui viennent. Et donc, tout ça va poser la question justement de l'adaptation des logements, éventuellement de leur réversibilité, et aussi va venir interroger la vulnérabilité de ces populations vieillissantes au regard du changement climatique. D'autant plus que ces personnes, du fait notamment de difficultés à se mouvoir qu'elles peuvent rencontrer, passent beaucoup de temps au sein de leur domicile, aussi, hein, parce que on sait que quand les personnes sortent d'une activité active et arrivent à la retraite, elles vont passer une plus grande partie de leur temps sur des activités de loisirs ou des activités domestiques quand elles travaillaient. Et donc, ça renforce d'autant plus le besoin d'adaptation de ces logements. Si on parle de l'âge, et Cécile l'a mentionné tout à l'heure, il y a aussi l'aspect de l'accès en fait au logement qui peut être permise aux jeunes et notamment aux jeunes adultes, hein. Aujourd'hui, il y a un véritable sujet sur l'accès à la location et encore plus sur l'accès à la propriété qui se pose. Le fait qu'il y a énormément de passoires thermiques aujourd'hui qui servent de logements étudiants, qu'on a aussi des situations de précarité très fortes chez les jeunes adultes, qui fait que ils ont accès à un parc de logements qui est souvent assez dégradé. Et au-delà de ça, hein, avec le changement climatique, il y a aussi une vulnérabilité, donc là plutôt des jeunes enfants, qui peut être exacerbée, notamment quand des logements se trouvent être de véritables bouilloires thermiques, hein. Donc ce terme de bouilloire thermique, on le reprend à la Fondation pour le logement des défavorisés, hein, qui montre que aujourd'hui on a énormément de logements, notamment situés dans des bâtiments mal isolés, sous les toits, qui sont totalement inhabitables, hein, l'été, et que ça pose de véritables problématiques de santé pour les personnes les plus âgées, mais aussi pour les bébés, pour les jeunes enfants, qui sont particulièrement vulnérables au risque canicule.
Concernant la question du genre, donc ce qu'a révélé la revue de littérature qu'on a réalisée, c'est que malheureusement, pour des questions notamment d'accès à l'emploi et d'accès aux biens économiques, les femmes sont plus en situation de précarité que les hommes et donc vont être aussi plus impactées par le fait de vivre dans des logements de moins bonne qualité. Elles sont davantage susceptibles d'être locataires que propriétaires, donc d'avoir beaucoup moins accès à des logements rénovés. Et puis elles sont aussi, pour plus de 82% d'entre elles, en situation de monoparentalité. Et donc, elles vont cumuler un certain nombre de difficultés socio-économiques qui va aussi limiter leur accès à des logements de qualité. Et au-delà de ça, on constate aujourd'hui qu'on a très peu de femmes qui travaillent dans le secteur du bâtiment. C'est à peu près 12% des personnes qui travaillent dans le secteur du bâtiment qui sont des femmes. Et parmi ces 12%, c'est à peine quelques pourcents qui sont des ouvrières qui travaillent sur les chantiers. Donc il y a un enjeu de féminisation des métiers, alors non seulement parce que le secteur du bâtiment peut être pourvoyeur d'énormément d'emplois, mais aussi parce que le fait d'avoir plus de femmes dans le secteur du bâtiment, ça peut amener aussi une autre vision de la conception et une meilleure intégration des besoins spécifiques de publics vulnérables. On en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Donc un fort enjeu de féminisation et puis un fort enjeu aussi d'accès au logement pour les femmes en situation de précarité. Et puis pour terminer, donc un dernier enjeu qui est aussi celui qui est lié au lieu de vie et de travail. Donc on parle du lieu vraiment au sens géographique du terme. C'est-à-dire où le bâtiment est positionné donc dans son environnement proche. Est-ce qu'on est à proximité d'espaces de nature? Est-ce qu'on se situe dans des îlots de chaleur? Et donc tout ça peut avoir des impacts sur le confort dans le bâtiment. Est-ce qu'on est aussi exposé à des pollutions, si je sais pas, on vit au bord d'un périphérique, c'est pas du tout la même chose que vivre à proximité d'un parc arboré. Et puis c'est également en fonction des variabilités de climat, on va pas être du tout exposé au même risque qu'on vive en plein centre de Strasbourg ou dans un massif montagneux. On sait que les caractéristiques climatiques ne sont pas les mêmes et donc ça peut avoir un impact aussi sur le bâti. Et puis au-delà de ça, la question du changement climatique qui bien sûr va impacter différemment les territoires, même s'il y a des risques qu'on va retrouver un petit peu partout en France métropolitaine et qui va avoir un impact bien particulier sur les territoires d'outre-mer et donc qui interroge aussi la façon dont un certain nombre de normes liées au bâtiment conçues pour la métropole sont mal adaptées à des contextes ultramarins qui sont eux-mêmes très différents. C'est-à-dire que le contexte réunionnais n'est pas le même que le contexte guyanais et qu'il y a presque besoin de faire du sur-mesure pour que les réponses bâtimentaires apportées à ces différents territoires soient les plus proches possibles des besoins des populations. Et d'une manière plus générale, pour les acteurs du bâtiment, donc au-delà des usagers des bâtiments, on a aussi tout le secteur économique des bâtiments, un certain nombre d'enjeux qui se posent pour s'inscrire dans une transition qui soit effectivement juste. Donc, comment on opère ce changement et cette bascule de la construction neuve vers davantage de réhabilitation? Qu'est-ce que ça veut dire en termes de métier? Qu'est-ce que ça veut dire en termes de changement de modèle économique pour les entreprises? Comment on anticipe aussi le vieillissement des professionnels? Aujourd'hui, on sait que dans les métiers du bâtiment, on a des professionnels qui ont plutôt autour de la cinquantaine et donc comment on rend aussi ces métiers attractifs pour les jeunes tout en pensant le bien vieillir dans le secteur de la construction, qui est un véritable sujet à part entière, et comment on accompagne aussi un certain nombre d'artisans qui n'ont pas pris le virage du numérique et qui aujourd'hui se retrouvent pénalisés pour accéder à un certain nombre de chantiers, un certain nombre de marchés, puisqu'ils sont en très grande difficulté dans l'accès aux outils numériques qui aujourd'hui sont indispensables, notamment pour pouvoir avoir accès à un certain nombre de dispositifs de subventionnement de l'État. Cette question de la fracture numérique, elle va avoir du coup un impact sur l'accès au marché de la rénovation thermique. Et derrière, elle pose la question de la formation des TPE-PME. Comment on peut donner les moyens aussi bien financiers mais aussi en temps
à ces petites entreprises pour se former et venir gonfler les rangs des professionnels en capacité de contribuer à la rénovation thermique, hein. On sait qu'aujourd'hui, on manque d'énormément de bras dans la rénovation des bâtiments. Comment on anticipe aussi des transformations dans le secteur qui malheureusement ne seraient pas véritablement efficaces au regard du changement climatique, hein, enfin ce qu'on appelle le risque des actifs échoués. Donc on plaide aussi pour que les investissements dans le secteur se fassent massivement sur des actions, en tout cas le développement de filières qui soient véritablement en lien avec la transition écologique. C'est compliqué aujourd'hui par exemple, hein, je prends un exemple au hasard, mais continuer à financer de la recherche-développement sur de la construction neuve quand on sait qu'on va être amené à drastiquement réduire la construction et que véritablement les opérations vont devoir massivement porter sur la réhabilitation, la réversibilité, ça peut interroger. Et puis plus largement, hein, ça pose aussi des questions sur la composition des professions, en tout cas des personnes qui travaillent dans le secteur du bâtiment, hein, puisqu'on a beaucoup d'artisans avec derrière un certain nombre de questions qui se posent vis-à-vis de leur statut, vis-à-vis de la façon dont ils sont en capacité de réagir si on connaît un certain nombre de crises structurelles comme des crises énergétiques ou autres. On a beaucoup de personnes aussi, hein, qui sont indépendantes, qui sont donc considérés comme non salariés, avec un sujet qu'on a relevé, hein, dans le cadre de l'étude, qui est celui du statut des conjointes d'artisans, hein, qui aujourd'hui peuvent travailler principalement, hein, pour leurs conjoints sans avoir le statut de salarié, et donc se retrouvent dans des situations de précarité assez problématiques. Et puis au-delà de ça, aujourd'hui, on a plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont en situation irrégulière, hein, sur le territoire français, donc des travailleurs sans papier qui pourtant œuvrent au secteur du bâtiment, travaillent sur les chantiers et qui se retrouvent eux aussi en difficulté, puisqu'en étant sans papier, ils n'ont pas forcément accès à la formation, ils ont des difficultés à pouvoir évoluer dans le secteur, et donc là aussi, ça pose un véritable sujet au regard du manque de main-d'œuvre qu'il y a dans le secteur. Donc voilà assez rapidement quelques grands enjeux qui me semblaient importants de repositionner avant d'aller sur les solutions, pour dresser un peu le panorama d'un certain nombre de problématiques socio-économiques qui aujourd'hui ont trait aux bâtiments, donc à la fois en tant que secteur, mais aussi les bâtiments en tant qu'objets dans lesquels on va trouver des usagers. Donc ce que je vous propose là, c'est de vous balayer quelques axes de réflexion qu'on a pu développer dans le cadre de l'étude, et puis avant d'échanger avec vous, de formuler quelques recommandations pour que justement la conception, l'aménagement des bâtiments soit un peu plus inclusive et surtout plus résiliente. Parce que comme l'a dit Katharina en introduction, derrière bâtiment durable, il y a bien sûr une durabilité écologique, hein, qui est entendue, mais il y a aussi une durabilité dans le sens où maximiser l'usage d'un bâtiment, ça contribue aussi de sa durabilité. Donc le fait qu'un bâtiment puisse être utilisé par une diversité de publics, ça va aussi contribuer au fait d'en faire un bâtiment qui soit durable dans le temps. Donc, une des premières choses qui nous est apparue, hein, quand on a commencé à réfléchir à l'étude, c'est la question des normes. Donc déjà, de faire le constat qu'on vit dans des sociétés qui sont régies par un certain nombre de normes. Alors, des normes, il y en a énormément, hein. Aujourd'hui, on a des normes qui sont liées à des réglementations. Donc, par exemple, en France, la norme de travailler 35 heures par semaine. En conception, en architecture, la norme d'avoir des entrées de portes qui font telle taille, d'avoir des fenêtres qui sont à telle hauteur, etc., etc. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de s'interroger sur pourquoi ce sont ces normes-là qui sont en vigueur et pas d'autres. Et pourquoi ces normes peuvent générer aujourd'hui des inégalités, parce que des personnes, justement, ne se retrouvent pas dans les normes qui ont été imposées. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que quand on creuse un petit peu le sujet, notamment en matière d'architecture, on se rend compte qu'il y a tout un corpus de textes qui ont été élaborés entre les années 20 et les années 60, qui sont venus poser ces normes, et que bien souvent, quand on regarde un petit peu, ces normes ont été conçues par des hommes qui ont projeté une certaine vision
du monde qu'ils pouvaient avoir en tant qu'hommes comme étant universel. C'est-à-dire que qu'on pense au module or du Corbusier ou au corpus Neifert qui aujourd'hui et depuis les années 30 constitue l'une des ressources les plus utilisées pour développer un certain nombre de normes en matière de conception. Quand on regarde un petit peu, c'est souvent un corps masculin d'une certaine taille, d'un certain poids qui est projeté comme étant une norme universelle. L'idée derrière ça, c'est pas du tout de dire que c'est un complot des hommes contre les femmes de projeter ce genre de normes, non, pas du tout. Mais c'est faire le constat que on prend l'homme d'1,80 m, 70 kg comme étant la norme universelle et qu'à partir de là, on va faire découler un certain nombre de cotes, de dimensionnements comme étant des dimensionnements universels qui doivent bénéficier, ou en tout cas convenir à tout le monde. Alors que le modèle de départ sur lequel on a basé cette norme est loin d'être universel et que toutes les personnes qui ne rentrent pas dans ce cadre d'1,80 m, 70 kg, du coup se retrouvent pénalisées. Et donc ça, on le retrouve dans la conception d'une manière générale en architecture, mais on va le retrouver aussi dans l'élaboration des normes de température. Puisque ce qu'on a fait remonter dans le cadre de l'étude, et c'est des choses qui sont très documentées depuis plusieurs années, c'est que dans la perception des normes de confort, on a des grandes différences entre les personnes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un certain nombre de travaux, notamment en biologie, qui montrent qu'en fonction de votre genre, de votre âge, de votre condition physique, vous n'allez pas percevoir une température de la même manière. C'est-à-dire que vous pouvez avoir dans votre salle un thermomètre qui indique 19 degrés, que vous soyez un homme, une femme, que vous soyez très sportif, plutôt sédentaire, que vous soyez en situation de handicap, en situation valide, vous n'allez pas forcément percevoir ce 19 comme étant un 19. Et il y a notamment une grande différence de perception de la température qui existe entre les hommes et les femmes, qui s'explique pour des questions notamment de masse musculaire, d'hormones, et donc ce qui fait qu'il y a une différence en fait de 2 degrés. Donc là où la température de confort pour les femmes est plutôt autour de 22 degrés, elle est autour de 20 degrés pour les hommes. Et à l'inverse, les femmes vont tendance à avoir beaucoup plus chaud à partir de 26 degrés, les hommes à partir de 28 degrés. Ça, on a énormément de littérature qui montre tout ça. Et donc, ça interroge en fait sur des normes de température qui sont recommandées dans le cadre de la transition écologique et qui n'intègrent pas forcément le fait que derrière, on puisse avoir des personnes qui ne perçoivent pas ces normes de température de la même manière. Et au-delà du chauffage, on retrouve aussi, quand on va parler de climatisation, des biais dans le design en fait des appareils. L'appareil, dans la revue littérature, on a trouvé plusieurs travaux qui montrent qu'aujourd'hui, on a un certain nombre d'entreprises qui élaborent des climatiseurs qui prennent encore cette norme masculine, 1,80 m, 70 kg, pour pouvoir paramétrer par défaut leur équipement de climatisation. Donc, quand je dis paramétrer par défaut, ça va consister à venir calibrer la quantité d'air qui va être injectée, enfin en tout cas qui va être rejetée par l'appareil. Et donc, ça génère un certain nombre de problématiques si ces appareils ne sont pas réglés, notamment dans les établissements accueillant des personnes âgées. Et ça, c'est revenu dans plusieurs entretiens qu'on a réalisés dans le cadre de l'étude. Des personnes âgées qui se retrouvent donc dans des EHPAD climatisés et qui se trouvent extrêmement embêtées en fait par la climatisation, puisque les courants sont trop puissants et que elles, dans des situations de mobilité souvent réduites, et puis en plus avec un vieillissement du corps humain qui modifie la perception de la température, elles se trouvent extrêmement embêtées par la climatisation et ont tendance à tomber plus souvent malades. Donc, derrière tout ça, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que quand on va comme ça, prôner une norme de température, il peut être intéressant de s'interroger sur comment cette norme impacte les différents publics, entre guillemets, et surtout, est-ce que ces normes ne vont pas générer des inégalités? Et derrière ça, ça interroge aussi comment aujourd'hui, dans des espaces, je pense notamment dans des espaces de bureaux, parfois on a des codes sociaux qui vont faire qu'il sera
peut autoriser ou en tout cas peut accepter que les hommes viennent dans certaines entreprises en bermuda, en t-shirt l'été, parce que le dress code de l'entreprise n'est pas celui-là et donc on va devoir mettre la climatisation. Là où à l'inverse, pour les femmes, c'est souvent plus accepté d'être habillé plus légèrement l'été. Et donc, on va se retrouver dans des problématiques de femmes qui vont être embêtées parce que la climatisation sera trop forte, là où pour des hommes qui seront, eux, beaucoup plus vêtus, la climatisation fera qu'ils auront une perception du confort thermique qui sera améliorée. Donc voilà, ça pose plein de sujets qui, au-delà d'aller sur une différence homme-femme, le sujet, c'est pas celui-là, c'est vraiment de se dire que aujourd'hui, on a des normes qui ne sont pas du tout interrogées et que derrière, elles peuvent être génératrices d'inégalités. Donc, c'est intéressant de se poser la question de comment on peut faire pour que l'ensemble des personnes se sentent le plus confortable possible dans un espace. Ces normes, on peut aussi les aborder en lien avec les questions d'accessibilité. Donc, quand on parle d'accessibilité, c'est l'accessibilité physique à des espaces pour l'ensemble des personnes, donc en situation de handicap, en situation de validité, mais ça peut être aussi des personnes qui ponctuellement utilisent leur vélo, ont un sac de course qui est chargé, ont une poussette. Enfin, il y a plein de possibilités dans la vie qui fait qu'à certains moments, on se retrouve dans des mobilités qui sont plus ou moins entravées, plus ou moins difficiles. Et on se retrouve confronté à des infrastructures qui, en face, n'ont pas du tout été pensées pour des personnes qui ne sont pas pleinement valides. Donc l'exemple que vous avez à l'écran, c'est justement un escalier qui a été pensé pour être le plus accessible possible. Mais au quotidien, on est confronté à des bordures de trottoirs qui sont trop hautes, alors qui sont du coup difficiles d'accès pour des personnes âgées, pour des personnes en vélo, des personnes en poussette. Enfin, il y a énormément de situations dans lesquelles on se rend compte que l'aménagement urbain et puis également l'accessibilité dans les bâtiments n'est pas pleinement optimisé pour satisfaire l'ensemble des personnes. Et donc là aussi, ça interroge sur comment on fait en sorte d'avoir une vision de l'aménagement et de la construction qui soit la plus universelle possible, sachant que bien sûr, c'est toujours difficile d'arriver à contenter tout le monde, mais au moins de se mettre dans une perspective d'accessibilité qui peut être entravée par rapport à celle d'une personne valide. Et donc, dans le cadre de l'étude, on a fait notamment des entretiens avec des assistances à maîtrise d'ouvrage qui sont spécialisées dans l'accessibilité des personnes en situation de handicap. Et ce qui est beaucoup revenu, c'est le fait que ces personnes-là sont très peu impliquées dans l'élaboration des normes d'accessibilité, on se rend compte souvent qu'on a fait un mauvais aménagement une fois que le bâtiment est construit, et que c'est très très difficile de revenir en arrière. Et d'une manière générale, les personnes en situation valide sont très peu sensibilisées à ce que ça peut être d'être en situation de handicap. Et donc il y a un besoin très très important de sensibiliser les concepteurs, mais aussi de mettre les usagers finaux des bâtiments pleinement en capacité de contribuer au moment de la conception. Et cette question de l'accessibilité, donc on l'a interrogée d'un point de vue physique, mais aussi d'un point de vue plutôt de perception de l'espace, puisque dans notre scope, comme vous l'a présenté Cécile, on s'intéresse aux questions de handicap physique, mais aussi aux questions de handicap mental. Et il se trouve que la conception des bâtiments peut avoir un impact non négligeable sur les personnes qui se trouvent en situation notamment d'être positionnées sur un spectre autistique, et que le rapport à la matière, aux couleurs, à la lumière peuvent avoir aussi un effet très fort sur le sentiment de confort ou non dans un bâtiment. Et donc, c'est aussi des sujets sur lesquels on a été. Et d'ici quelques minutes, je vais vous présenter un exemple justement de bâtiment qui intègre aussi cette dimension du handicap, en tout cas la perception d'un monde qui est neurodivergente et qui nécessite aussi de prendre un certain nombre de précautions quand on va élaborer un bâtiment. Donc, on est arrivé sur le sujet de l'universal design. Cécile en a un petit peu parlé tout à l'heure. Donc, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais l'idée, c'est vraiment de se mettre en situation où on envisage qu'un public très large puisse avoir accès au bâtiment et puisse en avoir l'utilité, en partant bien du constat, et ça, j'insiste là-dessus, qu'on est tous susceptibles de se retrouver à un moment donné en situation de handicap, ne serait-ce parce qu'on peut se casser le poignet, on peut se casser la jambe, on
peut se retrouver à avoir voilà, des sacs qui nous prennent les mains, on peut avoir un enfant dans les bras. Enfin, il y a plein de moments où on n'est pas en pleine capacité à 100% de ses moyens physiques et où on peut se retrouver en difficulté dans l'accès et l'utilisation d'un bâtiment. Donc, l'universal design peut permettre de répondre à ça, et donc ça nécessite de largement sensibiliser les acteurs du secteur. Je vais passer à la question donc voilà, un peu des solutions, comment on peut faire, comment, au-delà du fait d'interroger ces normes, derrière, on peut avoir des façons de construire, des façons d'aménager qui soient différentes et qui soient beaucoup plus inclusives et résilientes. Il y a un premier sujet qui est celui de comment on reconfigure des espaces qui ont été pensés pour des personnes valides, qui ont été pensés pour la bagnole, qui ont été pensés aussi à une époque où le changement climatique n'était pas quelque chose qui entrait en ligne de mire quand on élaborait des politiques d'aménagement et quand on élaborait des bâtiments. Voilà, comment on fait les choses différemment. Et donc là, il y a un certain nombre d'exemples qui peuvent être très, très intéressants et qui peuvent aussi servir un petit peu de référence, de retour d'expérience, de bonnes pratiques à répliquer. Et donc, parmi ces exemples, il y a aujourd'hui une ville en Europe qui est très, très en avance sur ces sujets, qui est la ville de Vienne, qui, depuis les années 1990, travaille à la mise en place d'un urbanisme inclusif. Donc, ce qu'elle entend derrière urbanisme inclusif, c'est vraiment d'élaborer des bâtiments et des espaces publics qui soient accessibles à tous, notamment dans une perspective de sécurité. Alors, quand je dis de sécurité, ce n'est pas une sécurité par rapport à la délinquance, c'est une sécurité dans la mobilité dans l'espace public. C'est-à-dire qu'on est une personne âgée avec des difficultés à se déplacer, on se sent en sécurité quand on sait qu'on a peu de risques de se faire renverser par une voiture ou par un vélo. C'est également pour, par exemple, des parents avec une poussette, être en sécurité, c'est savoir qu'on ne va pas rencontrer énormément de difficultés à pouvoir cheminer parce que l'ensemble des mises à niveau des différents espaces publics va être sensiblement la même et on ne va pas se retrouver à devoir monter des escaliers, par exemple, en portant la poussette. Donc, c'est vraiment, en fait, être dans un espace public dans lequel on se sent bien, parce que les mobilités sont fluidifiées par des revêtements, par des aménagements, par des ambiances. Et c'est aussi le fait d'avoir positionné dans l'espace un certain nombre d'équipements qui facilitent les déplacements. Et je reviens sur les personnes âgées. On sait très bien aujourd'hui que le fait d'avoir des bancs positionnés à certains endroits dans l'espace public, ça peut totalement changer une vie, dans le sens où pour certaines personnes, c'est ce banc ou ces bancs qui vont faire qu'elles vont continuer à aller de manière autonome faire leurs courses, parce qu'elles vont savoir qu'elles peuvent faire une pause à certains moments sur leur trajet. Là où si on n'a pas ce type d'équipement, ça peut ça peut avoir des impacts très très concrets sur des personnes qui du coup ne sortent plus beaucoup. Donc Vienne travaille sur ces sujets depuis maintenant 35 ans et il y a beaucoup de choses à reprendre, je pense, dans la façon dont on aménage les villes aujourd'hui en France. D'autant plus avec ce changement climatique qui forcément va nécessiter une transformation des centres urbains avec un besoin de débétonisation, de végétalisation, qui peut aussi être une opportunité de repenser la répartition de l'espace et notamment la répartition genrée de l'espace. Donc, vous connaissez sans doute cet exemple des cours oasis qui aujourd'hui émergent un petit peu partout en France. Donc, il y en a à Strasbourg, il y en a aussi à Paris. Et beaucoup de ces projets permettent aussi de réfléchir à la façon dont les petits garçons et les petites filles se répartissent l'espace dans la cour d'école, en sortant du modèle un peu caricatural, mais qui est un modèle qu'on retrouve encore beaucoup, de la grande cour en bitume, au centre de laquelle on trouve un terrain de foot matérialisé par des lignes, qui va faciliter un accaparement de l'espace de la cour par des activités sportives qui sont majoritairement exercées par des petits garçons, qui va repousser les petites filles aux extrémités. Bref, il y a tout à repenser en fait pour avoir une répartition beaucoup plus équitable de l'espace.
Ça, il y a beaucoup de travaux de sociologie qui ont montré qu'il y avait vraiment, voilà, aujourd'hui, finalement, hein, des inégalités de genre dans la répartition de l'espace public qu'on retrouvait dès l'école, et d'arriver à créer des espaces qui soient beaucoup plus inclusifs, qui permettent d'avoir des activités qui ne soient pas soit des activités calmes, soit des activités sportives, et qui permettent aussi, bah, voilà, tout en rafraîchissant et en faisant sauter le bitume, de générer des interactions entre les enfants qui soient beaucoup moins stéréotypées et qui, en plus, stimulent leur imaginaire avec un certain nombre d'aménagements qui soient beaucoup plus stimulants. Sur du coup, cette configuration de l'espace, hein, ce dont je vous parlais tout à l'heure par rapport aux personnes en situation voilà, positionnées sur le spectre autistique, on voit aussi des travaux qui montrent que l'aménagement peut avoir, en tout cas l'aménagement des bâtiments peut presque avoir un rôle thérapeutique dans la façon dont les personnes vont vivre leur handicap ou leur maladie. Et au cours des échanges qu'on a réalisés pour l'étude, et notamment remonter le cas d'un établissement accueillant des enfants en situation d'autisme qui avait été totalement rénové, totalement réaménagé, notamment dans une perspective de performance énergétique, mais avec voilà, des couleurs extrêmement criantes, avec également le positionnement de détecteurs de mouvement, le positionnement aussi d'alarme qui se déclenchait assez facilement et qui en fait avait au final créé un environnement extrêmement anxiogène pour les enfants, là où on a aujourd'hui des cabinets d'architectes qui travaillent sur ces questions aussi d'architecture inclusive, et qui montrent que le travail sur des couleurs qui permettent d'être aussi des repères visuels, sur certains matériaux, sur l'acoustique, on peut presque avoir en fait des bâtiments aujourd'hui qui sont des médicaments et qui vont contribuer aussi au bien-être des usagers. Donc, que ce soit des personnes en situation de handicap, mais aussi des personnes vieillissantes. Il y a voilà, plein de choses qui peuvent être imaginées, qui peuvent permettre de reconfigurer l'espace pour être dans des espaces dans lesquels il y ait aussi un mieux vivre. Donc derrière tout ça, des enjeux aussi de mixité sociale, de mutabilité, de réversibilité, avec quelques projets qui commencent à sortir en France. Donc il y a ce projet qui sortira en 2026 à Villiers-le-Bel de résidence égalitaire. Donc l'idée, c'est de faire à la fois de la mixité sociale dans un bâtiment, mais en pensant aussi la réversibilité, c'est-à-dire que en fonction des configurations familiales, on peut faire évoluer la taille des logements aussi en fonction du parcours résidentiel. C'est-à-dire que quand on est étudiant, quand on est une famille avec 5 personnes ou quand on est une personne âgée vieillissant seule, on ne va pas avoir les mêmes besoins en termes de surface et en termes de confort. Et donc, l'idée derrière ces bâtiments, c'est de pouvoir aussi proposer des espaces qui s'adaptent au mieux en fonction de la situation des ménages qui les occupent et de pouvoir gérer cette évolution dans le temps. Donc, on aura ce premier exemple en France de résidence égalitaire qui devrait sortir en 2026. Donc, avec aussi là, des choses qui sont connues depuis des années et qui nous viennent notamment, encore une fois, d'Autriche et de Vienne, de comment on évolue, enfin on fait évoluer la répartition des pièces, des équipements au sein d'un logement en fonction de la composition du ménage, comment on intègre aussi, à Vienne, ils ont fait un très très gros travail pour identifier comment aménager des logements pour les femmes en situation de monoparentalité, donc comment allier à la fois la surveillance des enfants avec la réalisation des tâches domestiques, et c'est aussi tout à fait valable pour les hommes en situation de monoparentalité. Enfin voilà, il y a des choses en termes d'aménagement, de répartition des espaces qui peuvent être repensées et qui permettent de mieux s'adapter à la façon dont les occupants vivent, et surtout de pouvoir faire évoluer ces logements d'un occupant à un autre dans la durée. La réversibilité,
Ça, c'est un vrai sujet, alors sur lequel on a encore assez peu de littérature scientifique, hein, dans le sens où, alors on a, ça c'est clair, hein, de la littérature liée à l'architecture, mais on a peu de littérature scientifique, notamment au sens sociologique et économique, qui montre comment la réversibilité et le passage d'un bâtiment tertiaire à un bâtiment de logement peut se réaliser et quel est son impact sur les usagers. Ceci étant dit, aujourd'hui, on a beaucoup d'architectes en France qui réfléchissent à la façon dont on peut transformer les centaines de milliers de mètres carrés non occupés par les bureaux tertiaires en logement, et comment, dès la conception de nouveaux bâtiments, on intègre la possibilité, à un moment donné, d'en faire quelque chose d'autre, hein. J'ai un exemple très concret à côté de Lille, dans l'écoquartier de l'Union, hein, à Tourcoing, où vous avez un parking silo qui a été pensé pour devenir un jour des bureaux, et réversiblement des bureaux qui ont été pensés pour éventuellement redevenir un jour des parkings silos. Donc il y a tout un travail à faire sur l'ossature, l'architecture, et puis après sur l'aménagement en tant que tel. Et donc je vous renvoie à cette lecture, hein, de Anne Démians qui prône, ou en tout cas montre déjà quelques techniques d'aménagement qui pourraient permettre d'anticiper cette réversibilité, et de rappeler que la majorité des bâtiments qui seront encore là en 2050 sont déjà là, et donc il faut aussi qu'on accompagne une réflexion sur la rénovation thermique, la rénovation des bâtiments, cette question de la réversibilité, puisque le zéro artificialisation net aussi nous amène à nous poser ces questions-là. La question aussi de la sécurité. Alors tout à l'heure, je vous parlais de la sécurité dans l'espace public. Il faut aussi faire le constat qu'il y a des différences, hein, de genre liées à la sécurité, en tout cas une perception d'un certain danger dans l'espace public qui peut être voilà, construit sur des stéréotypes de genre, mais en tout cas qui aujourd'hui existent, hein. Notamment la perception de la nuit n'est pas exactement la même entre les hommes et les femmes. La perception des espaces voilà, contigus, des espaces confinés n'est pas la même, hein, non plus. Alors, ça, c'est des constructions sociales, psychologiques, qui sont liées aussi à des stéréotypes de genre, mais en tout cas, c'est la réalité. Et donc, de vous dire qu'aujourd'hui, il y a aussi des réflexions sur le fait d'avoir des espaces qui soient particulièrement dédiés aux femmes, notamment pour répondre à des questions de perception de la sécurité ou de l'insécurité. Et donc, vous avez cet exemple, hein, qui est allemand. Alors, on pourra en discuter après sur le fait que ce soit pertinent ou non d'avoir des espaces comme ça qui soient séparés entre les hommes et les femmes. Mais en tout cas, vous avez la possibilité en Allemagne, dans certains parkings, d'avoir accès à des places donc qui sont matérialisées de cette manière-là, hein, avec un logo qui est censé représenter une femme, et qui sont aussi, voilà, vous êtes un homme, vous garez sur cette place-là, il se passe rien, hein. Mais l'idée étant de se dire que vous avez des places qui sont plus proches des sorties, et que ainsi vous avez moins de temps à passer seul à cheminer dans un parking jusqu'à votre véhicule. Et donc ça aussi, hein, on peut s'interroger aujourd'hui si ça peut contribuer au fait de renforcer un sentiment de sécurité dans les bâtiments, ou en tout cas d'intégrer des perceptions de la sécurité qui soient différentes entre les personnes. Là, c'est le cas des hommes et des femmes, et la question aussi de la perception de la sécurité chez les personnes âgées se pose aussi, notamment dans des conditions de santé physique, qui est peut-être, voilà, des personnes se sentent plus vulnérables que quand elles sont jeunes et bien portantes. La question justement de l'intergénérationnalité, donc ça aussi c'est un sujet qui est beaucoup remonté dans le cadre de notre étude. Donc comment on pense des bâtiments dans lesquels on peut allier des usagers plus ou moins jeunes, plus ou moins âgés. Et donc il y a un très bel exemple qui a été remonté, qui est celui du Cours des Arts à Rennes, hein, qui est un quartier dans lequel on va retrouver déjà beaucoup de mixité sociale, mais aussi un projet qui est assez pionnier, hein, qui est le fait d'avoir construit dans un même bâtiment un EHPAD et une crèche, qui donne lieu, voilà, à des interactions très nombreuses entre les différents usagers. Et donc derrière aussi, ça montre qu'on peut être à la fois sur un projet architectural qui soit qualitatif, mais aussi avec derrière un impact social sur les usagers qui est très très intéressant. Il y a de la documentation qui a été produite sur ce projet, vers laquelle je vous renvoie, et qui fait aujourd'hui un petit peu exemple en France.
La question du vieillissement, ça, on en a beaucoup parlé et c'est aussi beaucoup ressorti dans le cadre de l'étude parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui doit être pleinement pris en considération par les pouvoirs publics. Ça va avoir un impact majeur sur la façon dont on va rénover, adapter les bâtiments dans les années qui viennent. Et surtout, ça montre à quel point, en tant que personne pas encore âgée, on est peu conscient des situations et des difficultés que sont celles des personnes âgées. Donc, il y a aussi toute une culture commune à construire et toute une réflexion à avoir sur l'aménagement des bâtiments, sachant que dans une perception de transition écologique et énergétique, la domotique ne doit pas forcément apparaître comme la seule et unique solution au fait du maintien à domicile des personnes, puisque comme on l'a montré dans notre étude, qui dit domotique dit dépendance à l'électricité. En cas de rupture énergétique, vous pouvez vous trouver en difficulté puisqu'enfermé chez vous. Et puis également, qui dit domotique dit rebond en termes de consommation énergétique. Et donc, derrière, ça fait d'autant plus augmenter la demande de consommation qu'il faut arriver à couvrir par une production de plus en plus importante. Donc, ça pose un certain nombre de sujets et donc il y a tout un pan de réflexion à développer sur le maintien à domicile, le confort pour les personnes âgées et puis peut-être une approche aussi low-tech dans l'architecture et l'aménagement des logements. Voilà. Et donc, vous avez là aussi, il y a énormément de choses dans la conception à intégrer pour pouvoir anticiper le fait qu'un logement à un instant T soit occupé par une personne vieillissante, qu'il faille faire des aménagements donc, dans les pièces à vivre, surtout salle de bain, cuisine, chambre. Enfin, voilà. Il y a plein de choses à pouvoir, à aménager différemment pour répondre à l'enjeu du maintien à domicile. Voilà pour ce balayage des solutions. Donc, vous voyez, il y a plein de pistes de réflexion, il y a plein de choses encore à creuser en s'appuyant sur des retours d'expérience qui peuvent déjà exister et puis peut-être aussi sur l'enseignement qui est fait aujourd'hui dans les écoles d'architecture auprès des ingénieurs du bâtiment pour que ces enjeux-là soient aussi intégrés. Et puis, d'une manière générale, sur l'accessibilité universelle, donc il y a plein de choses auxquelles on peut penser, auxquelles on peut être davantage attentif. Donc, l'accès sans obstacle, des signalétiques adaptés, des espaces de manœuvre. Voilà, il y a beaucoup de choses sur lesquelles travailler. Et puis, quand on parle du handicap, c'est aussi avoir conscience que voilà, même si on a l'image de la personne en situation de handicap qui est forcément une personne en situation, en fauteuil roulant, non. En fait, il y a des dizaines et des dizaines de handicaps différents. Et donc, c'est essayer d'arriver à les intégrer le mieux possible. Et puis, à intégrer aussi les handicaps cognitifs, parce que sur cette typologie de handicap, l'architecture et la conception, le design peuvent faire énormément de choses. Sur les personnes âgées, là, c'est pareil, donc il y aura tout un travail sur l'ergonomie, sur l'éclairage, sur la perception de la sécurité, l'orientation qui peuvent être aussi à amener. Donc, comment on pense ça dans des bâtiments collectifs, mais comment on le pense aussi dans le maintien à domicile, et puis comment aussi on trouve le modèle économique, le financement de ce maintien à domicile, puisque finalement, permettre le maintien à domicile, c'est éviter la construction de collectifs de prise en charge. Et donc, voilà. Quelle modalité derrière économique on met en place et comment on crée aussi les métiers et les filières qui permettent ça. Sur la question du genre, énormément de choses aussi. Donc, la sécurité dans les espaces publics, avec là aussi de forts enjeux en résonance avec la transition énergétique et l'adaptation au changement climatique. On a eu un bel exemple, alors qui est moins lié aux questions de bâtiments, mais qui est quand même pas très loin lors de la crise énergétique de 2022-2023, un certain nombre de communes qui ont éteint l'éclairage public totalement du jour au lendemain, et elles se sont très vite rendues compte en fait que le fait de plonger totalement dans le noir certaines rues, certaines communes, ça pouvait entraver le déplacement des femmes, et pas que des femmes, aussi des personnes en vélo, des personnes à pied qui se sentaient moins en sécurité. Donc, je pense à des villes comme Lyon qui, derrière, organisaient des balades urbaines justement avec ces publics-là pour identifier peut-être des endroits où on pouvait maintenir la lumière allumée, ou en tout cas contribuer à réduire ce sentiment d'insécurité lié à la nuit. Vous avez aussi la même chose dans
la constitution d'îlots de fraîcheur, de verdissement, de végétalisation des espaces urbains va faire en sorte que ce soit des espaces qui restent quand même ouverts, pas avoir un sentiment d'oppression et éventuellement aussi d'insécurité. Donc avoir des espaces qui soient accueillants, c'est-à-dire des espaces sur lesquels on puisse être vu et sur lesquels on puisse voir, ce qui permet de réduire le sentiment d'insécurité puisqu'il favorise aussi la surveillance par ailleurs des personnes âgées mais aussi des enfants. Un gros sujet lié au sanitaire public, puisque là aussi, d'un point de vue biologique, les femmes se déshydratent beaucoup plus que les hommes et donc vont avoir tendance en période de canicule à avoir davantage besoin d'aller aux toilettes. Et malheureusement en France, mais en Europe d'une manière générale, il y a très très peu de toilettes publiques présents. Donc là aussi, il y a un véritable sujet. Et puis au-delà de ça, comment on anticipe pas juste la mobilité des femmes avec des enfants, mais plus généralement la mobilité des parents avec des enfants, que ce soit dans l'aménagement des bâtiments, avec les salles de repos, salles d'allaitement, mais aussi dans les transports facilités quand on a des sacs, des poussettes. Et puis d'une manière générale, voilà quelques recommandations. Donc un gros travail sur la co-conception, la concertation avec les usagers. Ça, c'est des choses assez classiques, mais malheureusement, on le fait encore trop peu. Comment, dès la conception du bâtiment, on inclut les usagers. Comment on se pose la question, en fait, de est-ce que mon bâtiment est inclusif ou pas dès le démarrage et pas après en correction. Et comment aussi, on se dit que les normes d'accessibilité, c'est pas juste un objectif final, quoi. C'est aussi une base minimale et comment on peut faire en sorte que les bâtiments soient les plus accessibles pour tous et pas que dans le neuf, en fait. C'est que la rénovation doit être aussi un moyen de repenser cette accessibilité et comment aussi la mixité des usages et la flexibilité des espaces doit entrer en considération quand on rénove des bâtiments. Voilà, quelques recommandations générales qui sont issues de ces travaux qu'on a menés avec l'ADEME. Et donc encore une fois, là on est sur des choses qui sont vraiment exploratoires et donc on est aussi très preneur de vos retours d'expérience pour pouvoir continuer à approfondir ces différents sujets et puis également à les illustrer. Je vous remercie. Merci Barbara. C'est absolument. On voit l'importance de nos professions qui sont dans la salle, architectes, maîtres d'ouvrage et tout ça, de prendre vraiment parti de ces sujets-là. Quand je pense aux filles dans les cours qui apprennent comme lection, moi je suis au bord de la cour et pas au milieu. C'est une très mauvais enseignement, pardon, pour leur vie autrement. Ça influence, selon les études, j'ai un peu lu là, leur comportement plus tard dans l'espace public, de ne pas se sentir au milieu de ces places. Il y a plein de places qui ne sont pas utilisées pour plusieurs raisons par des femmes, parce qu'il y a des sentiments d'insécurité, où on ne se sent pas à la place. Je trouvais aussi très intéressant, là, toi, tu as parlé des bancs, il faut des bancs pour les personnes âgées toutes les temps et temps de mètres. Mais c'est aussi la manière comment tu fais un banc. Est-ce qu'un banc derrière, est-ce qu'il est dans le vide? Du coup, quelqu'un peut venir m'arracher mon sac à main pour une personne âgée ou faire d'autres choses au niveau des femmes ou des enfants ou d'autres personnes qui sont, c'est pas que genrer ce problème. Du coup, c'est extrêmement intéressant cet environnement bâti, ce qu'on fait nous dans la salle tous les jours, de le réfléchir d'un autre point de vue. Nous, on a parlé aussi d'autres choses, Barbara, quand on s'est eu au téléphone. C'était la transition du privé au public. Comment je fais les entrées des bâtiments. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que, en fait, non seulement c'est une histoire de sécurité dans les cités, des choses comme ça, mais c'est aussi la possibilité, quand c'est par exemple dans des logements autres, c'est la manière de comment je sors, comment je fais contact avec les autres, qu'est-ce qui me permet de faire du contact. Et c'est quand on voit que la solitude dans notre société est un énorme sujet, je pense on a de la main aussi là-dessus, comme architecte, comme urbaniste, comment gérer ces possibilités de faire du contact avec les autres.
Oui, bah, il y a aussi ce grand levier derrière la sobriété surfacique, donc comment on construit des bâtiments de manière un peu différente dans la répartition des surfaces et notamment comment on utilise un certain nombre d'espaces, et je pense notamment à tout ce qui relève plutôt des laveries. On sait que ça se fait beaucoup en Allemagne, ça se fait beaucoup dans les pays scandinaves également au Québec, d'avoir voilà, des endroits où on a des machines à laver, des sèche-linges qui sont à mutualiser entre les résidents d'un même immeuble, et comment ces espaces-là peuvent être aussi des endroits où on crée du lien social et on n'est pas tous les uns chez, chacun chez soi avec autant d'équipements possédés par certains. Donc c'est clair qu'il y a beaucoup de choses à réfléchir dans la mutualisation des objets et ce que ça veut dire en termes aussi de mutualisation des espaces et l'impact que ça peut avoir sur le lien social. Et le projet dont je vous ai parlé à Rennes s'intéresse aussi à ça et comment on crée aussi du lien social entre les personnes âgées et les personnes actives, parce que derrière, il y a cet enjeu aussi de lutte contre la solitude, le vieillir seul, et peut-être des différences culturelles à comment dire, desquels retenir quelques enseignements, notamment dans des contextes franco-allemands qui peuvent être assez intéressants. Et je pense qu'on peut, à la fois, c'est ce que j'ai dit en entrée, la ville des 15 minutes, elle sert à plein de choses, moins de trafic, moins de plein de choses, mais aussi plus de proximité entre ceux qui, entre travail et maison, entre faire les courses et tout ça, prendre moins de temps. Du coup, d'avoir vu sur un arbre, d'avoir le parc à côté, des choses comme ça, c'est aussi bien pour prendre contact avec les autres. Quelque part, quand j'ai un parc, la possibilité de prendre contact. Du coup, il y a le raisonnement, plusieurs raisonnements pour une chose qui est assez intéressant en fait. Mm. Si quelqu'un veut prendre la parole aussi, de parler de son expérience, allez-y, c'est avec grand plaisir. Vous pouvez discuter avec Barbara et Cécile. Du coup, Cécile, au niveau de l'ADEME, on peut imaginer que il y a qu'est-ce qui est dans la planche des idées? Comment on peut utiliser les retours de l'étude? C'est un peu ce que je disais au début, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'idées. Donc là, on est vraiment au stade de la priorisation. Et je disais ça également, c'est que c'est pas forcément l'ADEME en fait qui va tout porter, parce que là, on va sur beaucoup, beaucoup de choses. Nous, ce qu'on aimerait bien, c'est un peu passer le message et passer le relais aux organisations qui sont pertinentes. Là, typiquement, sur la formation des architectes, on s'est posé la question, comment est-ce qu'on pourrait introduire mieux et davantage les notions de universal design, donc conception universelle, dans ces formations. Et via le programme FIBAT, c'est quelque chose qu'on peut faire peut-être sans trop de difficultés finalement, et avoir appris comment ça prend, comment on peut aider l'écosystème à s'activer sur ça. C'est juste un exemple, mais voilà, c'est d'essayer d'identifier dans tout ce qu'on a pu relever comment on peut aussi passer le relais et aller aussi sur nos priorités et les choses qui sont aussi plus faciles à mettre en place, qu'on appellerait quick win, parce que on peut se faire un programme d'action énorme, mais il y a aussi la question des moyens qu'on a derrière pour avancer. Mais du coup, peut-être que je pourrais en profiter pour poser une question aux participants, peut-être pour susciter un petit peu des réactions, mais comment est-ce que vous, ça résonne? Je ne sais pas si vous pouvez aussi vous exprimer par écrit dans la conversation, si vous n'avez pas forcément envie de prendre la parole, mais ça serait intéressant de savoir comment ça résonne avec votre activité. Donc, de ce qu'on avait compris, les participants et les participantes sont beaucoup des professionnels de l'acte de construire, donc de la conception. Est-ce qu'il y a dans toutes les problématiques qui ont pu être développées là, des choses où vous vous dites, bon, moi, personnellement, dans mon activité, oui, j'ai l'occasion de travailler ces sujets-là, j'ai l'occasion de pouvoir avoir un effet levier, de placer des approches peut-être un peu innovantes pour mieux prendre en compte certaines problématiques, ou au contraire, est-ce que vous sentez que c'est un peu loin, voilà, que c'est pas des choses qui sont encore très présentes dans, dans votre expérience en tant que professionnel, quoi? Pas de retour particulier. Moi, je vois pas de réaction. Je pense que c'est un sujet qu'il faut qu'il mûrisse dans la tête. Moi, je me souviens d'avoir eu la discussion avec Barbara en janvier, et ça fait chez moi tout un chemin dans la tête. Et du coup, j'ai commencé à vraiment réfléchir. C'est vrai,
j'ai croisé ce sujet à plein de moments, mais je les nomme pas nécessairement. Et c'est peut-être quelque chose qui se retrouve aussi dans la salle. Euh, du coup, je vous propose de venir le 28 août à notre superbe événement parce que là, on va concrètement regarder, OK, on a une place, à quoi elle peut ressembler, qu'est-ce qu'elle a comme problématique et tout ça. Et oui, et il y a le retour de l'EMS, de l'Eurométropole de Strasbourg, qui, eux, ont fait plein de projets dans ce sens-là et qui s'engagent beaucoup sur ces thématiques. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite un très bon après-midi et à très très bientôt. Et encore merci à Barbara et à Cécile pour vos interventions. Bonne journée.